L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Lundi 15 avril 2024, mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur votre émission de décryptage de l'actualité internationale. Le monde en 52 minutes. Ce jour, le Togo, la France et la Russie, le Mexique, Israël et la Chine, ce seront les pays parcourus cet après-midi. Mon invité est Laurent Delors Faton. Il est enseignant-chercheur, spécialiste en géopolitique de l'information. Bonsoir. Bonsoir, madame Tatiana Aranda Djimea. L'information est riche, hein? Bien sûr, je pense que l'actualité internationale est assez riche cette semaine. Nous aurons à parcourir pratiquement tous les continents. Ah oui. Et c'est avec un plaisir. C'est notre raison d'être sur cette émission. Nous allons sans tarder au Togo, législative et régionale 2024, la campagne électorale ouverte. Après avoir connu des reports, cette fois c'est la bonne. Les législatives et les régionales sont lancées du côté du Togo et ça c'est depuis le samedi. Laurent Delors. Vous savez, le Togo, depuis quelques semaines, quand même, fait l'actualité des médias et de l'information. Le mandat du Parlement est terminé depuis et on n'a pas voulu organiser. Ce qui était paradoxal est que c'est un Parlement déjà fort clos qui révise la Constitution. Pourquoi n'a-t-on pas voulu d'abord faire les élections, permettre à un nouveau Parlement d'organiser cette réforme constitutionnelle dont on parle, qui est à polémique? C'est vrai que le Togolais a fini par suspendre cette réforme et attend. Ça veut dire que ce qui est déjà bien et heureux pour le Togo est que c'est le nouveau Parlement qui va maintenant statuer sur la Constitution en révision ou bien qu'on veut réviser. C'est déjà heureux. C'est la première chose dont il faut tenir compte. Ça veut dire que le chef de l'État togolais a écouté les récriminations des populations, de la communauté internationale et des médias. Parce que partout en Afrique, j'ai suivi tellement de chaînes de télévision sur le continent, il y avait quand même une réprobation totale par rapport à... Un levée de bouclier, c'est ça? Oui, dans la forme que dans le fond. C'est vrai que légitimement, légalement, il peut le faire. Mais légitimement, il ne peut pas le faire parce que le Parlement est à même de réviser une constitution. Maintenant que les élections sont organisées, tout l'enjeu est là. L'enjeu est surtout au niveau des partis de l'opposition. Ils ne seront pas excusés. S'ils laissent faire et que le pouvoir en place uni rafle la majorité écrasante et révise la Constitution, ils n'auront que leurs yeux pour pleurer. Alors, justement, je veux comprendre, depuis l'adoption de cette nouvelle Constitution du 25 mars 2024, ces législatives et régionales semblent avoir une autre saveur au niveau de la classe politique togolaise. Pourquoi? Oui, parce que le président togolais ou bien la mouvance togolaise a déjà annoncé les couleurs. Ils ont déjà annoncé qu'il y a une intention cachée derrière et qu'on a tendance à vouloir contrôler tout dans le pays. On a une intention d'hégémonie qui a transparu. Et du moment où l'idée est née, ça devient le point de la cristallisation de toute la campagne qui s'annonce. Parce qu'on sait déjà que si d'aventure la mouvance a la majorité écrasante, le premier objectif à atteindre, c'est réviser la Constitution. Et comme l'opposition et la population togolaise en général n'en veut pas parce que la mouture dans laquelle elle a été révisée montre qu'on veut que quelqu'un reste au pouvoir ad vitam aeternam. Ça veut dire que si la population ne prend pas conscience et ne s'engage pas, c'est dangereux.
C'est d'ailleurs pour ça que vous allez voir, quand on va suivre l'actualité au niveau des campagnes, vous allez voir, il y aura une mobilisation très forte. Il y aura une grande mobilisation, tant au niveau de la population que de l'opposition, parce que c'est l'enjeu, au fait, de la révision de la Constitution qui fait monter le mercure, au fait. Sinon, il n'y a pas... C'est une élection comme toute autre. Mais actuellement, il y a deux facteurs. On est en fin de mandat du président Faure. Et vous savez que ça fait quand même plus de 40 ans que... La famille Adema, 50 ans. La famille Adema au pouvoir. Et d'aucuns en ont marre. On aurait voulu voir d'autres têtes et d'autres méthodes de gouvernance. Et s'il arrive à terme, alors que le mandat lui donne, il y a seulement 2 mandats à faire, non renouvelable après les 2 mandats, ça veut dire qu'il doit partir. Il y a 2 enjeux. L'enjeu de faire partir le pouvoir à Yadema et l'enjeu de bloquer la révision de la Constitution. Il y a 2 enjeux qui coïncident, qui font que ces élections sont des élections capitales pour le Togolais et pour l'opposition surtout, parce qu'il est quand même temps que l'opposition togolaise montre de quoi elle est capable. D'accord. Justement, vous avez parlé d'une autre façon de gouverner, vous avez parlé d'une autre façon de voir les choses. Bref, qu'il faille qu'une nouvelle tête arrive. Mais on constate que désormais, le Togo passe d'un régime présidentiel à un régime parlementaire. Est-ce que la donne changera du côté de Lomé? Non, mais ce n'est pas encore adopté. Du moins, la Constitution est renvoyée en seconde lecture par le président de la République. C'est toujours l'intention. L'intention n'est pas été encore concrétisée. Ça veut dire que... Oui, mais la Constitution attend d'être promulguée quand même. Oui, tant qu'on ne l'a pas promulguée, on ne va pas dire quand même qu'il y a déjà une Constitution adoptée. Ouais. C'est quand elle est promulguée qu'on va prendre son effet. Du moins, ce n'est pas promulguée, on reste encore toujours dans l'attentisme. Mais ce qui est sûr, à mon avis, en dehors de toutes les polémiques qu'on peut avoir autour de cette révision de la Constitution, je pense que essayer en Afrique un régime parlementaire ne ferait mal à personne. On a déjà essayé des régimes présidentiels et semi-présidentiels. On a vu ce que ça a donné. Si un pays, de manière démocratique et légitime, arrive à adopter un tel modèle, on pourra faire l'expérience. Ce sera peut-être la première fois qu'un pays francophone essaye, quand même. Parce oui, c'est la première fois. On sait qu'au niveau des pays francophones, c'est souvent plus semi-présidentiel ou présidentiel. Mais là, tout de go comme ça, vouloir un régime parlementaire qui donnera plutôt le pouvoir au Conseil des ministres. Donc, voilà, est-ce que ce ne sera pas un peu compliqué pour les Togolais? N'ayez pas peur de faire de nouvelles expériences. Ouais. N'ayez pas peur. C'est pour ça que j'aurais voulu qu'on fasse aussi une expérience qui nous permettra d'enrichir nos analyses. Parce que si l'expérience est faite ailleurs et qu'on a des données, on pourra mieux analyser. Parce que nous avons confiné dans une tradition. La tradition qui est liée à notre ancien colonisateur, la France, qui a un régime semi-présidentiel qu'on a essayé d'expérimenter partout. Ouais. La finalité de la politique, c'est qu'on puisse avoir le développement. Ouais. Mais est-ce que les pays francophones ont atteint cet objectif primordial? Non. Et si les Togolais pensent, c'est pour ça que je dis, c'est la question de légitimité qui se pose. La légalité, il faut là. Mais légitimement, est-ce qu'il est autorisé à le faire? Si c'est légitimement autorisé à le faire, qu'il le fait, je pense que d'ici quelques années, on pourra faire l'analyse pour peser dans la balance ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, et voir. Parce qu'il y a déjà un facteur qu'on peut voir, c'est le facteur économique. Ouais. Un régime parlementaire fait de l'économie au pays. Ça dispense le pays d'une deuxième élection. Parce que l'élection présidentielle ne sera plus une réalité. Ça dit que toute la manne financière qui sera dépensée, très bien, la manne financière qui sera dépensée pourra servir à faire autre chose. C'est déjà un acquis, bien un avantage dont on peut parler, mais ce n'est pas le seul avantage. Il y a, vous savez, toute élection au Togo surtout est toujours objet à tension. C'est toujours une crise et la plupart du temps, il y a des victimes humaines qui en partent. Épargner les Togolais d'une autre élection présidentielle, c'est aussi leur épargner ce stress permanent et des pertes en vie humaines inutiles. On peut voir des avantages, mais ce que je dis, et je l'ai dit peut-être sur ce plateau, je pense, il aurait fallu quand même qu'on fasse de manière posée et impartiale le diagnostic du régime présidentiel au Togo. Pour voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pour que quand on veut vouloir faire le régime parlementaire, on puisse le contextualiser. Il ne suffit pas de faire un régime parlementaire pour que le Togo se porte bien. Même si c'est le régime à adopter. Vous savez, au Bénin, on a adopté un régime particulier. Le régime présidentiel du Bénin est différent. Bien que la France faisait un régime semi-présidentiel, le Bénin, au regard de notre histoire, de la révolution de 60 à 90, on a adopté un régime présidentiel fort. C'est ce que le Bénin a adopté, parce qu'on a essayé de contextualiser
notre histoire et la démocratie moderne. D'accord. Je pense que les Togolais aussi, il aurait fallu au Togo qu'on contextualise le régime parlementaire. Si c'est même ça qu'ils doivent faire, qu'ils regardent de manière très posée, au regard de leur histoire, ce qu'ils peuvent adopter comme régime parlementaire. Ce n'est pas un mécanisme automatique qu'il faut déployer. On peut le tropicaliser, ce régime, comme l'avait dit dans un article fameux que j'avais l'habitude d'étudier avec les élèves quand j'étais encore enseignant du français, le roi Mohamed VI. Il avait dit que la démocratie, elle est une valeur universelle, mais chaque pays a le devoir de l'adapter à son histoire et à sa culture. D'accord. Je pense que les Togolais peuvent aussi adapter le régime parlementaire à leur histoire et à leur culture. Alors justement, vous êtes un chercheur et un enseignant en spécialiste en géopolitique de l'information. Certains, lorsque le président Faure Gnassingbé a décidé de rappeler l'ancien ministre Bodjenan à ses côtés pour être son chargé de mission, son chargé spécial, je ne sais pas, chargé des affaires politiques, certains analystes politiques de la vie togolaise ont estimé que le fait de rappeler l'ancien ministre Pascal Bodjenan, c'était parce que le président Faure voulait apporter du lourd au niveau du paysage politique. Est-ce qu'avec tout ce que nous avons vu, aussitôt arrivé, révision de la Constitution, promulgation, élections législatives et régionales dans quelques semaines, est-ce que le fait que l'ancien ministre Pascal Bodjenan revienne aux côtés du président Faure Gnassingbé donnera un nouveau visage à la politique du côté de Lomé? Est-ce qu'il n'y a jamais de nouveau visage de la politique togolaise? Je ne pense pas. Vous savez, il faut tout de recyclage. Le recyclage qu'ils font au Togo, c'est une habitude. Avant, là, on ramenait les opposants dans le gouvernement, et puis on fait un gouvernement, et puis un peu plus de temps, ça disloque. En fait, ce sont des stratagèmes qu'on a toujours au Togo pour essayer de se maintenir en forme. L'ambition du Faure, ce n'est pas autre chose. S'il y a certains acteurs qui hier étaient utiles et qui sont séparés, il faut je dirais, raviver la troupe. C'est une question de troupe, en fait. Ouais. Il faut que... C'est pas question de nouveaux visages. Non. C'est de la stratégie de mobilisation. Peut-être pas un nouveau visage, mais une nouvelle donne au niveau de la politique. En fait, vous avez dit qu'ils sont dans les stratagèmes. D'accord. Chez lui, comme ce fut le cas de son père, il y a des acteurs dont on se sépare, et quand on voit leur influence, on se dit qu'il faut les récupérer. Vous qui vous souvenez, son père faisait appel aussi aux opposants, Jean-Claude Sorompio, à des moments donnés, à Goyomé, à des moments donnés, qui viennent l'aider un temps donné, et quand il s'en sert, il se sépare aussi. Je pense que... Vous voulez dire que son fils est dans la même dynamique? Personne n'est naïf au Togo. Aujourd'hui, c'est parce qu'il a besoin de certains acteurs qui les rappellent. Quand il n'en aura plus besoin, il va encore se séparer d'eux. Là où il est en fait de régime et il ne veut pas partir. C'est clair. Et il cherche tous les moyens pour pouvoir se maintenir. Alors, tous les acteurs qui peuvent l'aider à retrouver la confiance, à, je dirais, déstabiliser l'opposition, à réduire les mal de l'opposition, il va le faire. Ce n'est pas la seule personne avec qui il va faire. Si d'autres encore se présentent et qu'il voit qu'ils sont utiles, il va encore continuer. Ce n'est pas une question de visage, c'est une question de stratégie qu'il adopte pour pouvoir atteindre les objectifs, qui sont deux. Soit il trouve un mécanisme pour réviser la Constitution et se maintenir au pouvoir, ou il trouve un autre moyen pour se faire élire autrement, comme il a voulu le faire dans la Constitution qui est encore en essence d'être promulguée. Alors, pour sortir de ce sujet togolais, nous avons vu quand même du côté de Lomé, opposition et société civile parler à l'unisson par rapport à ces élections du 29 avril prochain. Croyez-vous que l'opposition a toutes ses chances cette fois-ci? Le Togo est un paradoxe, contrairement au Bénin, c'était un pays de l'Afrique de l'Ouest. Le Togo est un paradoxe. Toutes les fois que la mobilisation sociale et politique se mène, il y a un espoir qui naît. Mais in fine, les résultats sont toujours les mêmes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui manque dans la mobilisation de manière générale. Il y a des leviers sur lesquels l'opposition, la société civile togolaise n'arrive pas à appuyer. C'est une énième fois déjà que la société civile s'associe à l'opposition et qu'il y a de grandes mobilisations. Que vous vous souvenez, de cela 5 ans environ, c'était la même chose où on avait cru même que c'était fini pour Faure. Et il a trouvé le moyen de rebondir, de renaître de ses centres comme un phénix. Toujours. C'est que moi, je n'ai pas trop espoir. Oui, mais est-ce que c'est vrai que quand on est au pouvoir, on ne perd pas dans certains Non, c'est pas évident. Dans certains pays. C'est pas évident. Le Bénin a démontré à plusieurs reprises qu'on perd. Le Sénégal a démontré aussi que quand on est au pouvoir, on perd. Beaucoup d'autres pays ont démontré que quand on est au pouvoir, on perd. Toute la question est dans la mobilisation des populations et dans la stratégie de l'opposition. Parce que la société civile doit accompagner l'opposition. Elle n'est pas politique. D'accord. C'est que c'est la
l'opposition qui doit savoir surfer sur la mobilisation sociale pour pouvoir réussir son challenge. Je pense que quelquefois, l'opposition togolaise manque de finesse, ou bien elle est télécommandée par le pouvoir. Vous comprenez? Il se peut que c'est le pouvoir qui manipule l'opposition, la fait monter jusqu'à un moment donné et puis lui retire les ressources. Parce qu'il y a quelque chose qui est tout baron. C'est comme si l'opposition n'a pas toujours les moyens de sa politique. Et même si la société civile se mobilise et vient l'appuyer, elle n'est pas toujours efficace. C'est-à-dire que l'efficacité dont je parle, c'est au niveau de l'opposition togolaise qui doit encore peut-être aller à l'école d'autres oppositions et chercher des moyens de la durée. Parce que le problème est que quand ils font les mouvements à un moment donné, ils relâchent. Alors qu'il faut, pas un régime pareil, je pense qu'il faut préparer la résistance, bien les mouvements sur une longue durée. Et qu'on ne se souffle pas en cours de route. Je pense que quelquefois l'opposition togolaise se souffle. Et il faut qu'elle trouve davantage de moyens de durer dans le temps pour avoir ses objectifs, pour atteindre ses objectifs. Parce que si la répression continue et que la riposte d'en face perdue, elle s'estompe au niveau de l'opposition. Et je pense qu'ils ont une société civile qui est prête à accompagner, mais l'opposition manque, à mon avis, de grands leaders. Et l'autre, quoi l'appelle, l'ancien leader de Sokodé, non, le jeune, je ne rappelle plus son nom, de Sokodé qui avait fait le mouvement il y a 5 ans environ. Il y a plus de ces leaders. Il faut quand même que le Togo ait un leader de l'opposition qui n'est pas de la vieille classe politique. D'accord. Un nouveau visage. Alors, nous sortons de ce sujet togolais pour entrer au niveau du vieux continent, France-Russie. La convocation des ambassadeurs français du côté de Moscou, le torchon diplomatique brûle entre les deux pays. Après la reprise du dialogue sournois entre les deux pays, les échanges ont fini par créer des polémiques. Alors, votre avis? Vous savez, nous avons deux personnalités, je dirais, apolémiques au sommet des deux nations. Hein. Les présidents français ont toujours une certaine appréhension de la Russie et de Poutine. Il y a un cliché qui est toujours une méfiance permanente chez les présidents français. Je pense que j'ai lu Sarkozy qui en parlait comme toute une tradition où la Russie est mal vue. Et que lui, il a eu le courage d'approcher Poutine pour voir que c'est quelqu'un de particulier. Et que Poutine, c'est un être humain, de chair et de sang, comme on dit. Et que Poutine a des valeurs qu'il défend. Poutine n'aime pas qu'on ne tienne pas parole. Chez Poutine, parole tenue doit être tenue. Et Poutine est très subtil et très susceptible même. Quand il voit le moindre doute planer, il se retracte. C'est quelqu'un qui est très, très méfiant. C'est Sarkozy qui l'a dit dans ses ouvrages que j'ai lus. Et que lui, il a appris à découvrir un homme d'une loyauté exceptionnelle et quelqu'un de très, très, très prudent, mais qui tient parole toujours. Ouais. Et il aime que quand vous faites une promesse, que vous tenez. Quand vous ne tenez pas vos promesses, il se rétracte et c'est difficile de le comprendre. Alors qu'en face, nous avons un félin qui est Macron, qui veut montrer qu'il est plus intelligent que tout le monde, qui veut jouer la diplomatie. Oui, mais il n'est pas quand même le président à 39 ans qui veut. Hein. Oui, je ne dis pas ça pour le décrédibiliser. Non, je dis que c'est un félin et il se croit quand même très, très subtil. Et ce que Poutine n'accepte pas, c'est que même sans la crise que nous avons aujourd'hui, il serait très difficile pour les deux personnalités de collaborer. Parce qu'ils ont deux personnalités différentes opposées. Et l'un ne peut pas accepter l'autre. Alors justement, lorsqu'un ministre des Affaires étrangères, tel que dans un pays comme la France, déclare, je cite, « Paris n'avait plus intérêt de discuter avec la Russie ». Alors, comment pouvez-vous qualifier de tels propos? Est-ce que ces déclarations cachent des non-dits de part et d'autre? Oui, c'est ça. En fait, quand on dit Paris aujourd'hui, quand on dit Moscou, c'est les deux personnalités. Il ne faut pas se leurrer. C'est la politique extérieure, d'ailleurs, c'est ça dans ces pays, ça n'incarne pas le président de la République. Même si la Russie met souvent devant le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense, Sergueï Lavrov et consorts, c'est d'abord le président de la République qui incarne la politique extérieure. C'est-à-dire que tout ce qu'on dira, c'est à travers l'humeur des deux individus. Et aujourd'hui, Macron ne supporte pas, je dirais, l'entêtement ou bien le jusqu'au boutisme de Poutine. Ouais. Il ne cherche même pas à comprendre dans quelle logique il est, alors que l'autre est dans une logique claire. Et
Si vous l'accompagnez, le comprenez dans la logique, vous pouvez discuter. Il y a un refus systématique de dialogue. C'est des monologues que je t'ai posés, que les deux font. Les deux ne veulent pas discuter. Et c'est ça, toute la diplomatie va subir les conséquences. C'est d'abord ça. Et maintenant, quand un ministre des Affaires étrangères ose dire qu'ils n'ont rien à discuter, diplomatiquement, je ne sais pas ce que ça, mais diplomatiquement, c'est incorrect. Parce qu'en diplomatie, ça cache certainement des sous-entendus. Le dialogue ne s'arrête jamais en diplomatie. D'accord. Ça peut changer de forme, mais ça ne s'arrête pas. Il y a toujours des mécanismes de discussion, de dialogue en diplomatie. Et si il le dit, ça veut dire qu'ils ont atteint un niveau de non-retour critique. Alors justement, la Russie, nous le savons déjà, a laissé entendre il y a quelques semaines qu'elle espérait que les services secrets français n'étaient pas impliqués dans l'attentat de Moscou. Alors comme dirait quelqu'un, pourquoi est-ce que la Russie n'a pas parlé ici des services secrets allemands ou même de la CIA? Vous savez, la France a toujours voulu être le leader de l'Union européenne. Même si économiquement, il n'est pas à même de faire, mais ils ont toujours voulu garder le lead de l'Union européenne et être quand même le porte-parole et tenir le devant dans tout. C'est-à-dire que quand on voit l'affrontement est aussi d'abord un affrontement des deux pays. Et comme la Russie cherche toutes les ficelles qui peuvent hésiter derrière, la France ne peut pas ne pas se soigner. Parce que la position française est connue par rapport à la Russie. Aujourd'hui, la Russie n'a pas encore sorti des preuves. De qui est derrière quoi? Vous croyez que la Russie pourrait éventuellement sortir des preuves? Vous savez, le service de renseignement russe est très sophistiqué. Très sophistiqué, mais quand même, il y a eu ces attentats de Moscou il y a quelques semaines. Écoutez, où ils n'ont pas pris en compte le bulletin envoyé par les États-Unis, par la CIA. Aux États-Unis, les gens ont prévenu déjà que Ben Laden allait agir. Et ils n'ont pas pu quand même empêcher que l'attentat de 11 septembre 2001 intervienne. Ouais. C'est-à-dire qu'aucun service de renseignement n'est infaillible. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que ce soit pour la Russie, si les États-Unis ont pu être faillibles et ils ont connu cet attentat d'une telle ampleur, ce n'est pas la Russie qui va empêcher quand même de connaître un attentat de cette ampleur. Ça veut dire que ça peut arriver. Mais ce qui est sûr, les Russes feront tout pour dénicher les informations qu'il faut pour pouvoir reconstituer les faits. Ils peuvent, vous savez, au départ, ils ont déjà ciblé l'Ukraine et consorts. Et comme on sait que la France est l'un des partenaires privilégiés de l'Ukraine, c'est normal aussi que le regard se tourne vers la France pour des soupçons. Parce que pour des soupçons. D'éventuels soupçons. C'est normal. Et puis, c'est aussi bien, vous savez, en diplomatie, il faut aussi, quelquefois, attaquer pour que l'autre réagisse et qu'au regard de leur réaction, on puisse avoir les informations en retour. Pourquoi la Russie n'attaquerait pas la France pour que le système français puisse lui donner des indices pour qu'il puisse continuer leur investigation? Parce que s'ils attaquent de part et d'autre, chacun réagira et déploiera quand même tout un national de renseignement. Ça pourra peut-être les aider. Peut-être que Poutine est dans une stratégie pour davantage pousser les gens à bout afin de recueillir les informations qu'il faut pour pouvoir savoir d'où vient. Mais ce qui est sûr, la Russie ne se laissera pas faire sans réagir. Ça peut durer, mais elle va chercher par tous les moyens d'ouvrir l'attentat et connaître toutes les ficelles qu'il y a de part et d'autre liées à l'attentat. Mais ce qui est sûr, il ne faut pas se leurrer aussi. C'est lié au conflit, c'est-à-dire qu'il y aura tous les mains qui sont liés au conflit dedans. Justement, en parlant de ce conflit, c'est vrai que bien avant même ce conflit, la France et la Russie se regardaient déjà en chienne de faïence. Et certainement, l'invasion russe en Ukraine est venue accentuer cette méfiance-là. Oui, je l'ai dit. C'est pour ça que j'ai évoqué l'affaire de Sarkozy qui a parlé de la Russie le long en large dans son ouvrage. Ce n'est pas d'aujourd'hui que ça date, parce que c'est une guerre de tout le temps. Parce que l'Union soviétique a toujours des velléités d'une hégémonie dans l'espace. Et les autres pays de l'Union, c'est une question d'hégémonie. Chacun veut étendre son territoire. Et depuis que l'URSS a explosé, et vous savez que c'est toute la guerre idéologique, parce que c'est d'abord une question d'idéologie que pour les deux, le bloc de l'Est et de l'Ouest. C'est-à-dire que cette question idéologique n'a pas disparu. Et la France incarne toujours le bloc de l'Ouest, la Russie incarne toujours le bloc de l'Est. C'est-à-dire que la question malgré la chute du mur de Berlin, malgré la fin entre griffes de la guerre froide. Qu'est-ce que vous voulez que la Russie garde si la Russie devrait disparaître sur le plan idéologique? Parce que c'est d'abord l'idéologie qui porte une nation. Du moment où la Russie, avec cette idéologie de l'Est, puisse quand même tenir quelque chose qui est propre, parce que
Si la Russie se fond pratiquement dans l'Occident, la Russie disparaît. Mais la Russie a besoin d'exister. D'abord, ça va durer longtemps, hein, tant qu'on ne va pas trouver notre mécanisme pour que les deux blocs disparaissent. Sur le plan mental, sur le plan politique, les deux blocs vont toujours exister. La guerre froide fut une étape donnée, mais les questions de l'OTAN refont surface et montrent quand même que les deux blocs se regardent toujours à une différence. Parce que l'OTAN cherche à étendre ses tentacules plus proche de la Russie. Et la Russie résiste toujours. Et la Russie, en résistant, quand on voit l'OTAN, c'est tous les pays de l'OTAN et c'est la France. C'est-à-dire que la France, elle, contrairement à tout ce qu'on dira, la France se fait le garant de la démocratie moderne occidentale. D'accord. La France fait le garant. C'est que la France dit toujours que c'est elle qui est le garant de la démocratie. Le garant de la démocratie, quand même, occidentale en France, c'est eux les pays de la démocratie, c'est eux les valeurs de loi de l'homme, ceci. Ce qui est contraire à la Russie. La Russie n'entend pas ce discours du droit de l'homme que la France incarne. C'est un charabia qui passe pas du côté de Moscou. La Russie n'entend pas ça. Ça veut dire que d'abord, sur ce plan où la France veut toujours montrer que c'est elle qui garantit les droits de l'homme dans le monde entier, la Russie n'entend pas. Et pour les Russes, ce n'est pas de l'homme qui impose les droits, ce sont les droits de la nation qui importent. C'est la patrie avant les individus, mais la France dit que c'est les individus qui font la patrie. C'est qu'ils ne peuvent pas s'entendre. Alors, nous nous rendons du côté d'Israël. Une batterie d'attaques de drones iraniens sur Tel Aviv le week-end écoulé. La zone du Moyen-Orient, plus que jamais sous haute tension. Laurent Delors. C'est vrai que on va tout déplorer la guerre. Hein. Ce n'est pas souhaitable que la guerre continue. C'est un peu malheureux que sur la terre, il y a la guerre. Il y a quelques années, c'était en Afrique toujours qu'il y avait des endroits où la guerre sévissait toujours. Maintenant, la guerre se déploie ailleurs. Et ce que on voit, c'est toujours l'Occident qui manipule. Parce que l'Iran attaque Israël. On sait que derrière l'Iran, normalement, c'est le monde arabe qu'on devrait voir uni. Et derrière, parce que l'Iran en attaquant était clair, hein, il avertit Israël que si jamais Israël tentait de réagir, leur réaction sera sans précédent. Et ils avertissent automatiquement les États-Unis pour dire ne cherchez pas à réagir, restez dans votre couloir et laissez-nous faire. C'est-à-dire qu'on voit déjà que ce n'est pas une guerre seulement pour les deux, c'est une guerre qui va au-delà. Et vous savez que c'est le Hamas et tout ça. Là. Moi, a priori, d'abord, ce que je déplore, c'est que cette guerre continue toujours. Alors, justement, je vous pose la question de savoir, cette guerre est-elle en train de se profiler à l'horizon ou alors les attaques du samedi dernier nous signalent déjà que la guerre a commencé? Non, elle a dit depuis. Oui, on sait toujours qu'Israël et l'Iran se regardent en chaîne de faïence. Mais aujourd'hui, que l'Iran lance une batterie de drones sur Jérusalem, ça pose un problème. C'est pour ça que je vous pose la question de savoir, en tant que chercheur et spécialiste de la géopolitique de l'information, est-ce que là, on peut dire que ça y est, ça a commencé? Vous savez, tout le monde savait que ça arriverait un jour. C'est pour ça qu'on luttait pour que l'Iran n'ait jamais l'arme nucléaire. Et on continue de lutter. Vous savez, toute la question est là. Ouais. Les gens savent que quand l'Iran a l'arme nucléaire, sa cible première, c'est Israël. On savait ça depuis. C'est pour ça qu'on faisait tout pour que ça n'arrive pas. Personne ne peut nous dire avec certitude à quel degré les Iraniens sont avec leur affaire d'enrichissement en uranium. C'est vrai, les experts de nucléaire vont toujours là-bas pour dire, mais on ne sait pas réellement à quel niveau ils sont. C'est-à-dire que toute la question est en fait à ce niveau. Si l'Iran a un enrichissement à un niveau élevé et qu'il attaque Israël, Israël voudra réagir. Ça, c'est clair. Ça, Israël réagit. Déjà, le premier ministre israélien a annoncé que l'Israël va riposter. C'est des votes en guerre. Et si l'enrichissement, de part et d'autre, si l'enrichissement en uranium est atteint un niveau là-bas, on craint qu'il y ait un embrasement dans la sous-région. Et ce qui s'est passé, Israël va réagir obligatoirement. Personne ne peut dire quelle sera la réaction d'Israël, à quel niveau ils vont réagir. Mais avant que l'Iran attaque, sachez que l'Iran a pris les dispositions qu'il faut. L'Iran est sûr d'avoir atteint un niveau de sécurisation de son territoire et de riposte proportionnelle pour attaquer. Parce qu'on connaît bien Israël. Et ils savent bien que Israël, c'est les États-Unis. Et le contexte choisi est tellement bien choisi parce qu'on est rentré dans l'année électorale aux États-Unis. Et on sait que Joe Biden ne pourra plus prendre de décision sans tenir compte de l'électorat et de l'élection à venir.
voyez, c'est que Et toute la tout question comme est là. tout comme Donald Trump, hein. Très bien. Et c'est comme si on retourne en 2005, 2006 avec la guerre d'Irak. Parce que ce qui se passe, si l'Iran attaque une seconde fois, ils seront pas dans l'obligation d'intervenir. Et pour intervenir, ils vont ouvrir notre front de guerre. Et en période de campagne, déjà, tout devient difficile. C'est-à-dire que l'Iran sait le moment choisi. Et ce n'est pas évident que Israël puisse réagir proportionnellement parce que Israël aura besoin du soutien américain obligatoirement pour pouvoir réagir proportionnellement. Est-ce que c'est seulement du soutien américain? Parce qu'on a vu lors des attaques, lors du lancement de ces drones, on a vu le Royaume-Uni qui a réagi, on a vu la France qui a réagi, on a vu les États-Unis qui ont réagi et même la Jordanie qui a réagi. Vous savez, tout le monde réagit sans États-Unis, ça pose un problème. Parce que tout le monde sait que la grosse artillerie se trouve avec les États-Unis. Et quand c'est l'Iran qui attaque, on sait que derrière l'Iran, il y a le monde arabe. Et qu'est-ce qui dit que les autres pays ne pourront pas venir en aide? C'est que si Israël doit attaquer, il faut qu'Israël ait obligatoirement le soutien. Je pense que c'est une leçon seulement que l'Iran a voulu donner à Israël pour leur montrer que nous sommes là et qu'à tout moment on peut réagir. La guerre n'a pas commencé. Je ne sais pas si elle va commencer. Ce n'est qu'un ballon d'essai pour leur montrer qu'à tout moment vous êtes fragile, on peut vous attaquer. Et si vous n'avez pas le soutien de vos partenaires, parce que l'Iran sait que les partenaires sont là et sait que le moment est difficile pour les partenaires d'intervenir. Tous les partenaires, que ce soit français ou que ce soit américain, la période ne se prête pas à une attaque ou bien à l'ouverture d'un front de guerre. Alors justement, parlant de cette attaque iranienne, je vous pose la question, vous qui êtes le spécialiste en géopolitique de l'information, est-ce que c'est une attaque isolée ou alors c'est une coalition portée par l'Iran et dans cette coalition, on retrouve quand même les rebelles Houthis du Yémen et on retrouve également et le Hezbollah également. Vous l'avez dit, on s'attendait certainement à avoir une réaction du monde arabe, mais jusqu'à là, on n'a pas eu une réaction du monde arabe. Vous savez, le courant islamiste et autres sont très très difficiles à déceler dans la sous-région. Mais ce qui est certain est que l'Iran ne va pas attaquer sans avertir certaines chancelleries. Vous comprenez? Ils doivent avertir certaines chancelleries. Mais est-ce qu'ils sont tous engagés pour le moment? On attend d'abord les informations prochaines pour savoir ce qu'il y en est réellement. Mais ce qui est sûr, l'Iran ne peut pas attaquer sans que certaines chancelleries soient informées, sans qu'il n'y ait pris quelques dispositions. En cas où, parce qu'ils savent qu'Israël peut réagir et qu'Israël réagit de deux partenaires. Comme c'est un jeu de partenariat entre tous les acteurs, je ne pense pas que quelqu'un soit prêt à ce que la région s'embrase actuellement. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la guerre en Ukraine a été déclarée. Il faut bien suivre les acteurs politiques. Hein. La guerre en Ukraine a été déclenchée à une période où aucun des pays qui devraient quand même soutenir les partenaires n'était en période de pré-campagne. Ouais. Vous comprenez? Et plus on s'approche, vous allez voir que la guerre prend une intention et ça a diminué d'intensité. C'est-à-dire que les gars calculent tout, en fait. Ils calculent tout. Ils regardent la période avant de lancer leur tentative. Actuellement, la période n'est pas favorable pour qu'on puisse déclarer une guerre. Partout. Et personne ne sera prêt à s'engager dans une telle guerre. Ce qui veut dire que, même si les chancelleries sont informés, ce n'est pas évident qu'ils s'engagent. Mais on ne peut pas lancer les missiles. L'Iran ne peut pas le faire est nihilo. Et s'enfermer et lancer. L'Iran doit informer ses partenaires, tous ses partenaires, pour leur dire je veux faire telle chose. Et ils doivent avoir quand même une certaine... Oui, mais l'Israël avait déjà eu la fuite quand même que l'Iran l'a attaqué. C'est pour ça qu'on dit que si Israël a fuite parce que l'Iran a communiqué avec ses partenaires. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il dit que c'est pas... Donc, vous voulez dire que dans le monde arabe, il y aurait des trahisons? Non. Parce que lorsqu'on est partenaire, je communique avec vous sur un acte important que j'envisage de commettre. Vous savez que Israël est c'est l'un des pays le plus fort en espionnage et qui a des hackers les plus pointus. C'est que Israël peut infiltrer tous les systèmes pour pouvoir avoir l'information. C'est que ce n'est pas évident que le monde arabe est trahi d'abord avant qu'Israël n'ait l'information. Parce que Israël, vous savez que dans le high-tech, ils sont en pointe. Et ils ont tout ce qu'il faut quand même pour pouvoir déceler. C'est d'ailleurs ça qui fait qu'Israël arrive à résister. C'est le renseignement qui fait qu'Israël réussit. Et la technologie de pointe, ce que
ce qui m'a surpris un peu, c'est que bien qu'ils aient eu l'information, ils n'ont pas pu se protéger à temps parce qu'ils ont des missiles balistiques qui les permettent quand même de mais réagir. Peut-être c'était aussi une façon de laisser, de voir si leur dôme avait quand même des failles. Alors, nous allons poursuivre. Hein. Il y a l'Iran d'un côté qui estime que ces attaques ont été un succès. De l'autre côté, Israël affirme que les attaques ont été déroutées. On assiste aujourd'hui à une guerre communicationnelle. Le spécialiste en géopolitique de l'information que vous êtes, qui finira par l'emporter? Personne n'emportera. Ce sera quand même de chaque côté. Chacun, à travers les médias qu'il va utiliser, va essayer de l'emporter. Dans le monde arabe, l'Iran va faire le maximum pour faire passer son information comme si c'est elle qui est le succès. Dans le monde occidental, avec les médias occidentaux, CNN et consorts qui font le boulot, vont montrer, parce que c'est dans le traitement. Et vous le savez bien, en tant que journaliste, chacun posera son angle de traitement. Et in fine, je pense que ce qui sera retenu est que, qu'on le veuille ou pas, Iran a attaqué. A réussi à attaquer. Que ce soit si c'est ou pas, on va retenir quand même que l'Iran a attaqué Israël. Mais c'était le premier à frapper. Attaquer Israël. Ça va rester. Mais dans les annales, ça va rester. Iran a attaqué, ça va rester. Et puis, on peut rien effacer. Maintenant, par rapport à l'ampleur au sujet, il y aura une guerre informationnelle et personne ne prendra le dessus. Chacun essaiera dans son monde. Israël va essayer dans le monde occidental avec les médias occidentaux de montrer que ce n'était pas ce que l'Iran a voulu dire. Les Iraniens, dans le monde arabe et avec leurs alliés, vont aussi montrer l'autre comme vérité. Ce qui sera déterminant est que les citoyens de la population africaine, mondiale et consorts aillent au-delà des deux médias pour aller comprendre des médias impartiaux. Ce qui devrait être plus rare même. Tous les médias prennent position aujourd'hui. Sinon, si on peut avoir des médias qui ne prennent pas position, on pourra avoir la version qui pourra nous servir. Mais tout est évident, je l'ai dit tantôt, l'Iran a réussi à attaquer Israël. Sahel, l'armée iranienne a quand même reconnu que les partenaires ont joué un rôle important lors de cette attaque parce que la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, la Jordanie et autres ont quand même réussi à dérouter cette attaque. Alors, dites-nous aujourd'hui, pourquoi est-ce que la France a décidé d'apporter son aide à l'Israël quand on sait qu'il y a encore quelques jours, la France était quand même critique. Et pourquoi l'armée israélienne a tenu, les autorités de Jérusalem ont tenu à mettre l'accent sur la France? Non, c'est une question de géopolitique au niveau économique. On sait que la France a des intérêts en Iran. Il y a beaucoup d'intérêts en Iran, on le sait. Et comme on le sait, il faut quand même faire tout pour montrer aux Iraniens que la France n'est plus avec eux un partenaire pour eux. L'Israël a besoin de l'appui de la France pour davantage faire balancer le jeu de son côté. Parce que les Français, à cause des intérêts en Iran, n'ont toujours pas voulu prendre une position claire par rapport à l'Iran. Parce que vous vous souvenez, depuis 2018-2012, la France a signé beaucoup d'accords avec l'Iran pour la vente des avions et consorts. C'est que ces accords tiennent encore. Et la France tient à ces accords. Parce que vous savez, la France joue aussi. La France n'a pas d'amis, la France n'a que des intérêts. Et comme les intérêts français sont en difficulté sur d'autres cieux, en Afrique consort, la France a besoin de renforcer ses intérêts ailleurs. Ça fait que la France est quelquefois mitigée par rapport à cette position concernant l'Iran. Et si c'est Israël qui communique, ça veut dire qu'on attend que la France communique aussi pour savoir réellement ce qu'il y en est. Parce que Israël a communiqué pour déstabiliser l'opinion iranienne en sa faveur. Parce que c'est le jeu informationnel. Il faut montrer quand même que nous avons plus de partenaires et que votre pays est moins soutenu. Isolé, voilà. Est isolé. C'est-à-dire que c'est la communication d'Israël pour montrer que l'Iran est isolé afin de jouer sur l'opinion publique iranienne. Parce que tant que l'opinion publique iranienne n'accompagne pas l'Iran, les élans ne vont pas être forts. Mais quand on déstabilise l'opinion publique iranienne, on aura un retour qui va aider Israël parce que l'Iran, n'ayant pas l'opinion nationale avec lui, ne pourra pas quand même avancer. C'est que c'est aussi une manière pour Israël de désamorcer un peu l'élan iranien. Peut-être que le renseignement leur a fait comprendre que les Iraniens sont déterminés plus que jamais et qu'ils ont beaucoup de choses à faire. Et qu'il faut essayer par tous les moyens de les déstabiliser un peu. Vous avez vu la communication, c'est une communication quand même qui montre que Israël est fort. Voilà. Israël est très fort et que l'Iran n'est pas soutenu et que bien qu'ils aient attaqué, ils n'ont pas réussi. C'est un angle de traitement qu'on a pris
pour juste montrer que malgré leurs tentatives, nous sommes forts, pour montrer qu'ils sont isolés, ils ne sont pas soutenus, et que nous sommes tous les plus forts, nous sommes soutenus, qu'il faut compter avec nous et nos partenaires. Alors, pour sortir de ce dossier, vous l'avez dit tout à l'heure, Téhéran qui demande aux États-Unis de ne pas participer à ce qui se passe avec Israël. Les États-Unis qui disent à Israël, si vous ouvrez ce front, nous n'allons pas participer. Alors, on se pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe de part et d'autre. Non, vous savez, l'Iran sait bien. L'Iran, en fait, l'Iran connaît bien qu'en cette période-ci, les États-Unis ne peuvent pas attaquer. Mais le sachant, ils prennent ça comme une arme pour montrer que c'est eux qui intimident les États-Unis. Enfin, c'est un jeu. Ils veulent montrer que c'est eux qui intimident les États-Unis, que c'est eux qui donnent l'ordre aux États-Unis de ne pas intervenir. Alors qu'ils savent bien que les États-Unis ne peuvent pas intervenir parce que la période ne s'y prête pas. C'est la communication de guerre à ce niveau. Du moment où ils savent, c'est un regain, c'est un gain pour eux de dire que vous ne pouvez pas nous attaquer si vous n'osez pas. Et ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Alors, si les États-Unis ne le font pas, c'est eux qui gagnent en retour. Pour faire croire à l'opinion publique nationale et internationale qu'ils sont capables d'intimider les États-Unis. Alors qu'ils ne sont pas capables. Ils savent bien. Et c'est pas qu'ils ont analysé le contexte pour jouer sur la communication par rapport au contexte pour que Israël même se dise... Ah, s'ils intimident, même pas Israël, quoi, parce que les dirigeants israéliens connaissent de quoi la question. Le peuple israélien dirait que si l'Iran peut intimider l'ordre aux États-Unis, ça veut dire qu'ils sont capables de quelque chose. C'est aussi une manière pour déstabiliser le public. Israël. Alors, pour sortir de ce sujet, comment vous expliquez le silence du monde arabe? Ni la Syrie, ni l'Arabie Saoudite, le Qatar, bref, tout le monde arabe est silencieux. C'est quand même bizarre, non? Vous savez... Ou alors c'est toujours des relations commerciales qui font en sorte que chacun a peur de s'afficher. Non, c'est plus complexe. Vous savez, depuis environ 3 mois que la guerre a commencé avec le Hamas qui a commencé par tuer. Le 7 octobre, ça fait plus de 3 mois. 3 mois, l'opinion a commencé par être un peu diversifiée. Et cette guerre n'a pas réussi quand même à mobiliser... À consolider le monde arabe. Le monde arabe. Et quand ça s'ajoute encore, ça fait encore une autre crise à l'intérieur. Le monde arabe est en crise par rapport aux positions à prendre. Ça veut dire qu'ils ont privilégié les intérêts économiques. Ce n'est pas que l'intérêt économique, c'est aussi des intérêts humanitaires qu'on sort. Parce que, qu'on le veuille ou pas, personne n'est prêt par rapport aux morts qu'il y a, aux attaques par rapport aux enfants. Parce que tout le monde est d'accord par rapport à la préservation de la vie des enfants, des femmes. Voilà qu'aujourd'hui, nous sommes dans une crise, dans une guerre qui attaque les plus fragiles de la société, de part et d'autre. C'est que l'opinion publique n'est pas partagée. Et qu'on s'ajoute encore maintenant à cette crise que l'Iran vient d'ouvrir, ça rend davantage plus difficile les positions à adopter dans le monde arabe. C'est comme s'il y a une torpeur, c'est comme s'il y a une... Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le monde arabe est face à un dilemme. Et se positionner devient difficile par rapport à la crise dans laquelle le monde arabe est. L'Iran vient de mettre encore, je dirais, du lourd dans la géopolitique dans la sous-région parce que les positions n'étaient pas encore planifiées et maintenant ça vient encore. Quel autre front? Soit tu es avec moi, soit tu es contre moi. C'est-à-dire que... Oui, on sait quand même que ça n'a jamais été la lune de miel entre les sunnites et les chiites. Hein? C'est ça, c'est pour ça que je dis que l'harmonisation de l'opinion publique et des positions devient difficile. C'est-à-dire que chacun est sur le qui-vive. Et on prend la prudence qu'il faut. Peut-être que les jours à venir vont nous aider à voir davantage les positionnements. Mais le monde arabe est dans une frilosité qui ne dit pas son nom. De quel côté allons nous mettre réellement? Parce que vous savez, comme contrairement à quelques années plus tôt, l'opinion publique dans le monde arabe a commencé aussi par se prononcer, se construire davantage. Ce qui n'était pas le cas avant. Avant, le peuple public supportait ce que les gens disaient et allait. Aujourd'hui, il y a Israël. Très bien. Israël. Très bien. Aujourd'hui, il y a une opinion publique qui se consolide, qui se construit dans ces pays. Les choses sont vues autrement. Et on commence par en tenir compte dans les positionnements qu'on doit prendre désormais. C'était plus comme hier où, quand tel pays arabe attaque, on est directement derrière, on soutient. Non, ça ne commence pas à devenir plus compliqué aujourd'hui. Alors, nous fonçons en Asie-Pacifique. Là, nous sommes en Chine. L'ancien chef d'État taïwanais, reçu par Xi Jinping du côté de Pékin. Depuis 1949, c'est la première fois qu'un chef d'État taïwanais est accueilli en grande pompe du côté de Pékin. Vous savez,
Les Taïwanais et les Chinois ont quand même après tout intérêt à ne pas se laisser distraire par les États-Unis et les autres puissances. Parce qu'en définitive, c'est eux qui pèdent. C'est eux qui pèdent parce que c'est divisé pour régner. C'est deux frères, deux pays frères, c'est un même pays. S'ils ne trouvent pas, avec le temps, les moyens de s'entendre avec eux, ils seront là, les autres puissances du monde entier vont venir penser ce qu'il y a dans leurs différents pays pour s'enrichir ailleurs. Ça a duré, et ça, c'est pas demain la fin, hein, mais peut-être que c'est le début d'un processus où il faudra quand même se dire les vérités en face. Parce que si c'est un ancien président qui est aujourd'hui là, ça dit, ah bon, c'est un bon interlocuteur. Il n'est plus dans le feu de l'action. C'est là où toute la symbolique de l'après-pouvoir. Oui, l'après-pouvoir. Il comprend maintenant ce qui s'est passé réellement sur l'État et il pourra maintenant discuter. On peut s'écouter parce que tu comprends maintenant de quoi nous parlons. La Chine voit un interlocuteur favorable et bien choisi. Parce que si on s'attaquait, on ne voulait pas que vous preniez vos décisions. Oui, mais est-ce que ce n'est pas une façon de piquer au vif la présidente actuelle? Oui, en fait, c'est au-delà de la présidence actuelle. C'est l'intérêt des deux parties qui est en jeu. Si la Chine attaquait tout à Taïwan et puis il n'arrive pas à s'entendre, celui qui est resté au sommet de l'État, qui comprend les enjeux, quand il sort, il pourra plus pacifiquement et paisiblement dire « Ah, il y a des choses que j'ai comprises que je n'avais pas comprises hier. » Et qu'on peut s'entendre sur ce que j'ai comprises et maintenant faire des propositions concrètes aux dirigeants. Parce que ça permettra de discuter. Il va là-bas pour être un émissaire, en fait. Juste un émissaire. Il va là-bas pour échanger et de devenir un émissaire. Il aura un agenda à défendre, il aura un cas de charge. Quand il va finir son séjour et les conclusions, il devra quand même en parler à sa présidente. En fait, tout l'enjeu est là. Dites-le avec un homme qui n'a plus d'enjeu et qui est imbu d'une expérience au sommet de l'État, qui pourra quand même écouter l'autre côté de manière impartiale et établir le pont. En fait, il faut désormais qu'il y ait un pont. C'est à souhaiter que le pont s'établisse entre les deux pays pour que le dialogue continue. Alors justement, le fait de recevoir l'ancien président taïwanais au Grand Palais du Peuple devant la place Tiananmen, en quoi c'est important pour Xi Jinping? Vous savez, cette place... c'est la question d'opinion publique. Ouais. Réussir le challenge à rétablir le pont entre les deux pays va rentrer dans les annales de la Chine. Oui. Et puis, c'est normal puisque l'ancien président était un pro-chinois. Donc, oui. C'est pas comme la nouvelle présidente. Oui, je suis entièrement d'accord. Mais celui qui aura réussi à faire ce pas aura quand même gagné un gain pour lui-même et pour son mandat. Parce qu'établir ce pont, lui donner tous les honneurs, c'est raviver encore les liens. Et on sait aussi que derrière lui, il y a aussi une population derrière. Son parti a une population derrière. Ça veut dire qu'on veut aussi jouer sur l'électorat en Taïwan. On veut jouer sur l'électorat. Parce que celui qui est là, il aura son mot d'ordre à donner. Là-bas, pour les prochaines élections qui aura lieu. Celui qui est allé sur Xi Jinping, oui. Vous croyez qu'il pourra facilement rallier les Taïwanais à la cause de la réunification entre Taipei et Pékin? Non, j'ai dit qu'au départ que c'est un processus. Ce n'est pas évident que ce soit dans les 5 prochaines années. Ou alors vous voulez me dire ce lundi après-midi que le processus est déjà enclenché? Ce qui est suivi, il n'est pas venu là, il a été reçu en pompe pour ses beaux yeux. Vous comprenez? Derrière son invitation, son accueil, il y a un calendrier. Et le calendrier va se décliner. Et de tout qui est sûr, la Chine a ses intérêts en jeu. Sinon, elle ne lui donnerait pas autant d'honneur. Ses intérêts sont en jeu. Et les intérêts de la Chine sont connus depuis toujours. C'est réunifier les deux parties. C'est-à-dire que tout ce qu'on fera, on pourra tout dire, c'est comment retrouver le mécanisme pour réunifier les deux parties. Et comment faire pour ne plus avoir en Taïwan des dirigeants extrémistes. Oui, mais est-ce qu'il sera facile pour ceux qui sont restés dans la maison mère, c'est-à-dire du côté de Pékin, porté en trompe par Mao, et ceux qui ont fui, qui ont décidé de fuir du côté de Taïwan pour aller créer Taïwan avec comme chef de file Chiang Kai-shek? Est-ce que ce sera possible aujourd'hui? Il y a toujours cette guerre qui reste et demeure entre ces deux pays, même si c'est la même maison. Vous savez, si on ne peut pas réussir pour le moment à réunifier les deux pays, si on peut réussir à les réunifier économiquement, ça ne dit pas.
Vous comprenez? Parce que le flux économique entre les deux pays, si ça s'établit, c'est énorme. Parce que le flux économique qui s'établit entre les États-Unis et la Taïwan est énorme. Si on peut commencer peut-être par inverser progressivement la tendance économique, on pourra venir sur la tendance politique. Vous comprenez? Parce que la tendance économique est aussi importante. Aujourd'hui, le flux a coupé progressivement entre les deux pays, alors que les États-Unis ont développé un flux énorme sur le plan économique avec la Taïwan. Je pense que s'il y a défaut de faire passer les rancœurs, d'atténuer les rancœurs qui sont liées au passé, si on peut établir des points économiques, ce sera quand même louable. Oui, mais est-ce que Xi Jinping ne veut pas être porté en trompe comme celui-là qui a réussi à réunifier la Chine, maison mère et Taïwan? Tous les acteurs politiques. Tout est calculateur, hein, tout J'ai tout des gains, hein. Je suis acteur politique. Donc vous êtes d'accord pour ça? L'homme politique ne fait rien au hasard, même pas pour les beaux yeux de son peuple. S'il fait ça, c'est parce qu'il y a quelque chose dans la tête. Il veut être, après Mao, celui qui a reçu Yaling. Parce que celui qui pourra faire éclipser Mao dans la mémoire collective, c'est celui qui aura réussi à réunifier les deux partis. Et vous croyez que ce sera Xi Jinping? C'est l'héritage de Mao. Est-ce que vous croyez que ce sera Xi Jinping donc? Personne ne peut le dire. Personne n'est garant du destin. On ne sait pas ce que l'ancien président dira, ce qu'il fera. Mais ce qui a souhaité pour moi est que les deux pays arrivent à se remettre ensemble. Parce que la balkanisation n'a jamais été favorable au développement du monde entier. Ça ne sert à rien que ces deux pays frères se combattent tout le temps et que ce soit d'autres nations qui profitent de leur poumon économique et qu'eux-mêmes n'en profitent pas. Ce sera peut-être... Vous savez, on ne dit pas beaucoup de choses, mais en Chine, il y a un taux de chômage très élevé en Chine. Alors que la Taïwan représente aussi un grand réservoir d'emploi pour les Chinois. Peut-être que si les deux pays se rapprochent davantage, ça pourrait aider la Chine à mieux se porter. Parce que la Chine qu'on nous montre n'est pas la Chine qui est en réalité. Il y a le revers de la Chine qu'on ne montre pas souvent. Un pays quand même avec des difficultés, une part de pauvreté poussée, des chômeurs quand même à un taux très élevé. Alors que du côté de Taïwan, il y a une économie qui est florissante, qui est prometteuse. Je pense que le rapprochement pourrait aider davantage peut-être à trouver des solutions à certains problèmes chinois. Et ce ne sera que pour le bonheur de la sous-région. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs de Zaï Télévision, nous sommes arrivés à la fin de notre émission de décryptage de l'actualité internationale cet après-midi. Nous sommes allés au Togo. Nous avons fait une escale du côté de la France et de la Russie. Israël n'a pas été occulté. Nous sommes allés en Chine. On aurait bien voulu terminer par le Mexique, mais le temps imparti étant arrivé à son terme, nous avons décidé de mettre la clé sous le paillasson. Merci de nous avoir reçus chez vous. Mon invité de ce lundi était Laurent Delors Faton. Il est enseignant-chercheur à l'université d'Abomey-Calavi, spécialiste en géopolitique de l'information. Devant votre petit écran, Tatiana Handadjemeya, merci à toute l'équipe technique. Retrouvons-nous le lundi prochain pour d'autres actualités à décrypter. D'ici à là, prenez soin de vous, mais restez toujours câblés. Zaï Télévision, la télévision de l'excellence.